l'époque des hypervitesses, des plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais Sous tension. connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. En juin 2022, le discours de quelques ingénieurs d'AgroParisTech appelant à bifurquer faisait grand bruit. Des jeunes femmes et des jeunes hommes, diplômés d'une école prestigieuse, annonçaient qu'ils refusaient la voie à laquelle ces études les destinaient, qu'ils refusaient de coopérer à la destruction du monde. Le phénomène n'était ni tout à fait nouveau ni unique. Les voies qu'ouvraient ces ingénieurs, si courageuses soient-elles, n'étaient pas radicalement inédites. Mais cette prise de parole devient un phénomène médiatique qui soudain cristallise, pour un moment, les doutes et interrogations de notre société, si souvent sagement tus. Ce moment d'affirmation, d'un désir de bifurquer, d'arrêter, il a permis de faire la lumière sur plusieurs collectifs soutenant, car la décision n'est pas si facile, les étudiants souhaitant sortir des ornières, toutes tracées de la participation à une société industrielle et marchande qu'ils jugent impossible à réformer du dedans. Parmi eux, les ingénieurs paraissent être peut-être les plus nombreux et certainement occupent une place particulièrement stratégique et significative. C'est à eux que s'adresse Olivier Lefebvre, dans sa lettre aux ingénieurs qui doutent, parue en 2023. Lui-même, ex-ingénieur spécialisé en robotique, déploie dans ce livre d'expériences et de réflexions philosophiques sur nos dépendances au système technique, ce que signifie ce moment de bascule, ce que représente un changement de voie, mais aussi la place qu'occupe l'ingénieur dans nos sociétés et l'importance que revêt leurs doutes. Merci Olivier de venir parler avec nous et je voudrais dans un premier temps te demander ce que, en juin 2022, quand tu entends ce discours des ingénieurs d'AgroParisTech, tu penses et ce que tu penses de sa médiatisation au moment où tu en es, toi, de ton propre parcours. Quand j'entends ce discours, je le trouve extrêmement réjouissant, rafraîchissant. Je lis le verbatim sur Reporter et je trouve chaque phrase absolument parfaite. Et ensuite, sa réception médiatique, elle me fait penser deux choses. La première, c'est vu quelque part l'engouement que ça provoque, le nombre de personnes qui trouvent elles aussi ce discours réjouissant. Et pourtant, je ne vois pas la société basculer d'un coup suite à ce discours. Donc je me dis qu'il y a des personnes qui sont en train de vivre leur bifurcation comme par procuration avec ce discours, en disant, bon, moi je ne bouge pas, mais je soutiens ces jeunes qui, eux, bougent comme si ça me dispensait moi-même de bouger. Ça, c'est le premier effet. Et le deuxième, j'ai quand même aussi vu la naissance d'un contre-discours. Même dans la gauche proche des milieux écologistes, se préoccupant vraiment de ces questions de transition écologique et prêt à faire des propositions radicales. Mais il semblait que là, c'était un peu trop radical finalement et que cet appel à déserter a bouleversé notamment le monde économique en disant non, mais c'est pas ça qu'il faut faire. En fait, ces jeunes se trompent et partir dans les bois, partir faire du maraîchage, une activité artisanale, etc. C'est un réflexe individualiste et c'est un manque de courage. Je les ai vus se faire traiter de lâches finalement dans leur démarche en disant le vrai courage, c'est de changer les choses de l'intérieur. Et donc on avait ce contre-discours qui se bâtissait de ce qu'il nous faut, c'est un changement de l'intérieur, un changement depuis l'intérieur des institutions et partir, faire des alternatives, ça serait un geste de lâche. Est-ce que tu peux nous rappeler, toi, ton parcours, justement, et ce qui t'a amené à penser que faire un geste de l'intérieur, c'était peut-être pas suffisant, pas possible ou pas satisfaisant ? Moi, je me suis reconnu dans ce discours aussi parce qu'à un moment, finalement, ils parlent de moi, ils ne me connaissent pas, mais ils disent, voilà, nous vous invitons à bifurquer de vos trajectoires dès maintenant, jeunes diplômés, pour ne pas attendre d'avoir 40 ans, de faire un burn-out et de devoir enfin sortir. Alors moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Il a fallu que j'attende 40 ans pour, sous la forme d'un burn-out, effectivement, quitter le monde de l'ingénierie, alors que cela faisait des années, et peut-être même dès le moment où j'avais commencé les études d'ingénieur, que je me disais que les secteurs d'activité pour lesquels je travaillais, moi j'ai travaillé dans le domaine de la robotique, de l'intelligence artificielle et à la fin dans le domaine du véhicule autonome,
n'était pas particulièrement utile socialement, que peut-être on aurait pu effectivement s'amuser, qu'une société aurait pu s'amuser à développer ces secteurs-là si tout allait bien. Mais face à l'urgence de notre époque, c'était certainement pas les secteurs qu'il fallait investir et qu'au contraire, ça contribuait à nous amener à verrouiller des trajectoires sociales qui nous empêchaient de bifurquer plus radicalement vers des modes de vie soutenables. Et pour autant, voilà, je n'arrivais pas moi à trouver de voie dans l'ingénierie où mes compétences pourraient être utiles. Et donc, à un moment, les choses se sont un peu effondrées et j'ai décidé non pas seulement de chercher un autre domaine d'application de l'ingénierie, mais de creuser un petit peu plus. Et il se trouve que moi-même, comme sans doute pas mal d'ingénieurs, j'étais tombé dans l'ingénierie sans vraiment l'avoir voulu. Et donc, j'ai décidé de m'autoriser à faire autre chose que de l'ingénierie et à reprendre des études, notamment en philosophie, pour voilà, envisager d'autres voies. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu, merci pour la tendresse et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. Alors Olivier, tu nous as proposé cette chanson que tu cites dans ton livre et évidemment on imagine bien qu'elle résonne avec ton parcours, avec surtout la façon dont tu envisages ce moment de bascule. Et je me demandais, tu choisis justement, plutôt que de parler, même si tu les évoques, de bifurcation, de redirection, de désertion, de mettre l'accent sur ce doute, cette dissonance aussi sur laquelle tu reviens et qui est quand même un long processus d'élucidation à la fin duquel se prend une décision. Tu parles de ne pas héroïser la figure du déserteur. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles tu mets l'accent sur le doute ? Comment tu l'envisages, toi ? Quand j'ai écouté cette chanson, voilà, j'aime les gens qui doutent, effectivement, je me suis reconnu dans moi aussi j'aime les gens qui doutent et je me méfie et je crains les gens qui sont pleins de certitudes. Et dans le monde de l'ingénierie, dans le monde de l'entreprise, dans le monde économique, tu vois, il y a quand même une nécessité
de feindre la certitude. Tu ne peux pas arriver plein de doutes en tant que responsable R&D d'une équipe de véhicules autonomes en disant « En fait, les gars, je ne suis pas vraiment sûr que ce qu'on fait, ça va dans le bon sens. » Tu vois. Tu es obligé d'incarner ce rôle de la personne qui a relativement quelques certitudes. Or je n'en avais pas, et c'est assez pesant de se glisser dans ce rôle de la personne sûre d'elle-même sur un domaine, alors qu'on aimerait bien au contraire partager ses doutes et les discuter avec ses collègues. Mais c'est pas vraiment le lieu. On est là pour quand même produire un truc qui marche et qui se vende surtout. Et donc ça fait écho un peu cette réflexion sur le doute et la place du doute, et le doute qu'on est obligé d'écraser, de refouler dans son travail, avec la notion de dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'on se rend compte que son travail, il a des finalités qui ne sont pas tout à fait conformes à ses valeurs, mais malgré tout, il va falloir avancer. Alors on ne peut pas rester avec ces doutes-là, avec ces incertitudes. Et donc, on va devoir s'inventer des histoires pour, quand on passe la porte du bureau le matin, eh bien, avoir l'air plus convaincu et se trouver quelques éléments pour faire tenir ensemble, ou plutôt pour faire tenir les quelques certitudes qui vont nous permettre voilà, de travailler avec l'équipe, comme je le disais auparavant. Et cette notion donc de dissonance cognitive, elle me semble très partagée, très largement partagée dans le monde de l'ingénierie, particulièrement parce que ce sont des personnes qui, au bout d'un moment, prennent conscience que les discours qu'on a pu leur tenir pendant leurs études, en leur disant soit qu'ils étaient l'élite de la nation, soit au moins qu'ils feraient, c'est vraiment le cas aujourd'hui avec les jeunes diplômés, on leur dit qu'ils ont de grandes responsabilités parce qu'ils ont entre leurs mains les possibilités de transition de nos sociétés. C'est grâce à eux que nos sociétés pourraient se transformer vers des voies durables. Donc ça, c'est un discours complètement empreint de technosolutionnisme, qui imagine que c'est par les ingénieurs qui vont nous fabriquer des nouveaux objets, que enfin nos sociétés vont bifurquer, comme si on oubliait toutes les réorganisations sociales nécessaires, les changements de rapport de pouvoir, les transformations politiques qui sont elles aussi nécessaires et dont pourraient découler ensuite des transformations techniques. Et donc ces ingénieurs-là, on leur dit qu'ils font partie de la solution, et en fait quand ils commencent à travailler, ou s'ils ouvrent un petit peu les yeux, ils vont avoir conscience que c'est à minima plus compliqué que ça, et voire même qu'ils feraient plutôt partie du problème. Et notamment, ils font partie du problème parce qu'on leur demande de ne pas trop poser de questions, de ne pas amener la question du pourquoi est-ce qu'on développe tel produit, tel objet, tel service pour d'autres sociétés. Ça, c'est pris comme pour acquis. Et leur rôle est uniquement de trouver les moyens de produire cet élément-là de façon la plus optimale possible, la plus économique, la plus performante, etc. Donc de résoudre uniquement le comment. Et donc quand on se pose des questions sur comment va le monde, comment est-ce qu'on pourrait transformer nos sociétés pour qu'elles soient plus justes, pour qu'elles soient soutenables, etc. Et qu'en même temps, il faut taire tout élément de réflexivité, qu'il faut empêcher des réflexions sur, mais en fait, la finalité de mon travail, est-ce qu'elle contribue à ces transformations-là ou pas ? Ça produit des éléments de dissonance qui peuvent être effectivement douloureux pour les personnes. Dans sa préface de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, le psychanalyste et philosophe Miguel Benassayag raconte l'histoire d'un ours qu'on a mis dans une cage. Une cage impeccable, mais une cage quand même. Au bout d'un certain temps, on lui ouvre la porte, mais on se rend compte que l'ours ne sort pas. La frontière entre liberté et servitude n'est jamais si claire que ça. Les circuits cérébraux de l'ours ne distinguent pas ours et environnement. Dans l'anecdote qui précède, l'ours est cage. Et sortir de la cage signifie en quelque sorte, pour lui, changer d'identité et sortir de lui-même. Si je dis tout ça, c'est pour faire comprendre à quoi renvoie aujourd'hui ce que la Boétie, à 18 ans et en plein humanisme, appelle servitude volontaire. L'expression est moche et désigne quelque chose d'indigne, mais en fait, ça fonctionne comme ça.
Cet extrait de la préface donc, de Miguel Benassayag de la servitude volontaire, qu'est-ce qu'il nous dit des freins, des verrous à nos propres rébellions, et qu'est-ce qu'il nous dit de notre docilité, et particulièrement de celle de l'ingénieur? Oui, je vais partir effectivement de l'ingénieur, l'objet anthropologique que j'ai un peu étudié de plus près, et puis après on peut monter en généralité si on le souhaite. Moi, c'est en lisant ce passage-là que je me suis dit qu'il y avait une clé de lecture des freins à la désertion. Et le titre initial du livre, d'ailleurs, était du texte que j'ai élaboré, c'était «Pourquoi n'y a-t-il pas plus d'ingénieurs qui désertent ?» Malgré toute la dissonance cognitive qu'ils peuvent nous exprimer, parfois de façon extrêmement lucide, très très claire, quels sont les freins? Alors les freins, ce ne sont pas majoritairement le confort, l'attachement à un confort matériel ou à un statut social que procurerait comme ça le statut d'ingénieur, même si c'est une réalité, en particulier les freins financiers, mais ils sont souvent un petit peu exagérés et ça vient comme occulter un frein là, qui nous est donné, qui est celui de la servitude volontaire. Et pour le comprendre, pourquoi il est particulièrement présent chez les ingénieurs et peut-être plus généralement dans certaine catégorie sociale qu'on pourrait qualifier de la bourgeoisie aujourd'hui, c'est qu'il y a comme un accord tacite qui est fait lors soit de la signature du contrat de travail, soit quand les ingénieurs démarrent leurs études peut-être, qui est vous aurez une vie bien tranquille, une vie avec un travail éventuellement un tout petit peu aliénant, mais c'est toujours comme ça, n'est-ce pas? Et puis quand même un petit peu épanouissant intellectuellement, on vend beaucoup ça aux ingénieurs. Et puis des loisirs aussi pour compenser ces éléments de toute façon. Une vie donc bien tranquille, mais à la condition de ne pas faire trop de vagues, de ne pas trop vous rébeller, et en particulier de renoncer à un agir politique par votre travail. Et j'en veux pour preuve comme s'il y avait un accord, comme il y a une normalisation, une banalisation de la dissonance cognitive. On sait quand on va travailler en tant qu'ingénieur pour le technocapitalisme que forcément on aura de la dissonance cognitive. Si le technocapitalisme permettait aux ingénieurs de agir vraiment pour le bien de la société, ça se saurait. Et il y a comme une part de mal nécessaire qui est intériorisée par les individus. Et cet accord-là, cette soumission à ces conditions, comme c'est dans le contrat de travail, voilà, on se soumet à un contrat de travail qui est « tu auras une vie bien tranquille si tu acceptes d'avoir de la dissonance cognitive et à te soumettre à certaines demandes, certaines injonctions qui parfois n'auront même pas besoin d'être explicitées, tellement tout ça est intériorisé ». Eh bien, ce que ça produit, c'est que l'existence se trouve enfermée dans ce périmètre-là. On se met à habiter une cage, là cette fois assez dorée, la cage des ingénieurs, dont le périmètre est bien borné par le travail d'un côté, les loisirs de l'autre, et le fait que d'autres formes de vie puissent être possibles nous paraît impossible. L'extérieur, ça paraît être le vide, complètement le néant, on ne pourrait pas être soutenu. Parce que l'extérieur, ça serait ne pas se soumettre à ces demandes qui nous sont faites, ne pas se soumettre à la dissonance cognitive finalement, ne pas se soumettre au renoncement à l'agir politique par son travail. Et ça, on ne sait pas faire. On sait comme l'ours forger une identité de si je me soumets, si je ne fais pas trop de vagues, alors j'aurai une vie épanouie. Ça, on sait parfaitement faire. Et donc, il y a cette idée de se soumettre finalement au pouvoir en général. Et le premier élément, il me semble, qui l'illustre, c'est le choix des études. C'est-à-dire les ingénieurs, pour la plupart, ne choisissent pas de devenir ingénieurs. Donc ils se sont déjà soumis, avant d'être ingénieurs, à quelque chose qui vient de l'extérieur, à un pouvoir extérieur. Et ils ne se sont pas trop rebellés en disant en fait, la vie, c'est comme ça. Il faut choisir la filière la plus sélective. C'est comme ça qu'on aura une bonne vie. Et non pas se dire, mais en fait, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que politiquement, comment je me situe dans le monde, etc. Ça, ces questions-là sont évacuées. Et alors, ce que tu soulignes bien, effectivement, c'est que c'est pas juste une cage dorée au sens d'un confort donc matériel.
c'est une sorte d'unité entre soi et cette identité. Et je me demande, je vais essayer de formuler la question de façon claire, si c'est pas aussi lié à cette question technique particulière et à la place qu'elle occupe. C'est-à-dire que là où ça devrait être dans nos sociétés, là où ça devrait être, comment dire, une activité dont on peut se distinguer, on est en fait tellement pris dans un tout technique et l'ingénieur incarne cette dépendance technique, cet avenir technique, que finalement lui-même a encore plus de mal à se dissocier. En tout cas, ma question porte sur cette place de la technique, cette place de l'ingénieur particulière dans la société. Alors effectivement, cette place, elle est particulière au point qu'il me paraît nécessaire de s'intéresser quand même à ces ingénieurs qui doutent, qui ont un mal-être au travail, alors que ça pourrait paraître indécent quelque part, en disant on est quand même dans des catégories de la population particulièrement favorisées et aisées. Si on doit s'intéresser à leur mal-être au travail, c'est pas à eux auxquels on devrait s'intéresser en premier, c'est peut-être aux profs de collège ou au personnel soignant dans les hôpitaux qui vivent des situations beaucoup plus difficiles. Pour autant, il me paraît nécessaire de s'y intéresser parce qu'ils ont effectivement un rôle structurant dans la société, de fait qu'ils façonnent ce que j'appelle un peu notre avenir technologique, c'est-à-dire les futurs systèmes techniques dans lesquels on va évoluer, qui forcément façonnent et orientent et structurent nos modes de vie et créent des dépendances dont on peut avoir du mal à se défaire. Alors aujourd'hui, on est dépendant, en grande partie nos sociétés sont dépendantes du pétrole, de l'électricité aussi, et au fur et à mesure qu'on empile des objets qui vont utiliser ces objets-là, on accroît, on nourrit ces dépendances. Donc les ingénieurs ont un rôle structurant socialement de ce point de vue-là, un rôle éminemment politique finalement, bien malgré eux, parce qu'ils ont une grande naïveté par rapport à ça. Et donc la question c'est un peu quel est le rapport des ingénieurs à la technique ? Alors, je pense qu'il faut distinguer entre les ingénieurs qui doutent, qui sont en forte dissonance cognitive, et ceux qui ne doutent pas, finalement. Bon, selon moi, ceux qui ne doutent pas sont vraiment pas très nombreux. Ceux qui sont absolument convaincus que tout va bien, qu'il faut faire plus de technique, etc. Rien n'est plus faux que l'image de l'ingénieur comme Elon Musk. Voilà, tous les ingénieurs ne se réveillent pas le matin en disant mais en fait il faut qu'on œuvre à la science et à la technique pour pouvoir un jour partir sur Mars, etc. Tous les ingénieurs ne sont pas transhumanistes, ne sont pas écomodernistes, ne sont pas technosolutionnistes. Bon, ça on pourra en discuter parce qu'il y a quand même une part un peu irrévocable de technosolutionnisme. Donc il y a une relation qui est assez complexe entre les ingénieurs et la technique, un regard extrêmement lucide sur ce qu'est la technique, beaucoup plus que des personnes qui seraient extérieures, qui peuvent avoir une espèce de fascination et être plus enclines au technosolutionnisme. Finalement, l'ingénieur voit assez rapidement les limites quand même des techniques, mais la fascination, elle existe pour essayer de savoir quand même ce que peut la technique. Et on aurait du mal à renoncer à continuer les activités de recherche et développement, à essayer de faire des nouveaux véhicules autonomes, à essayer de développer des versions plus élaborées de ChatGPT, etc. Tout simplement pour voir ce que ça peut donner dans le monde. Et après, le fait que ça va avoir des effets sociaux, que ça va embarquer toute la société dans des trajectoires dont il sera encore plus difficile de bifurquer, des trajectoires qui ne sont pas du tout soutenables, ça, c'est complètement évacué comme question en disant non mais en fait, ça serait aux politiques de gérer ça. Nous, on fait juste de la technique et on s'en tient à ce rôle-là. Donc il y a quelque chose une grande dépolitisation de leur activité alors qu'elle est éminemment politique. Alors si du coup on se dit qu'effectivement par ton livre, par toutes ces actions de collectif, on appelle à déserter, est-ce que c'est quand même pas aussi pour effectivement faire prendre conscience que la technique n'est pas neutre, faire prendre conscience d'autres possibles, mais aussi pour amener quand même toutes ces compétences techniques en d'autres lieux? Est-ce que tu crois que bifurquer, c'est aussi pouvoir aller vers d'autres applications quand même de ces modes de pensée et de ces compétences d'ingénieur? Oui, donc effectivement, j'appelle quand même moi explicitement à déserter, et même je me pose la question de comment politiser et collectiviser ce mouvement-là, faire un mouvement social de désertion dans l'ingénierie. Mais de quoi est-ce qu'on déserte? Est-ce qu'on déserte de l'ingénierie en tant que discipline qui serait un peu la science de la pratique, des gens qui savent bien faire des objets techniques ou bien les déployer, mener des projets de grande ampleur?
C'est pas ma vision. Là, pour moi, ce dont on déserte, c'est d'une résignation à mettre ces compétences-là au service de finalités qui ne nous conviennent pas, mais comme il n'y en a pas d'autres, c'est pas grave, ça nous permet d'accéder à la condition bourgeoise et on oublie le reste. C'est de ça dont il me semble important de déserter. Et une fois qu'on a fait ça, c'est pas un point d'arrivée, c'est juste un point de départ, cette désertion-là, cette sortie de la cage dorée, extrêmement difficile. Il faut le dire, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire quand, contrairement à moi, on a le goût de la technique, on a la volonté de continuer à faire usage comme ça de ces compétences en sciences, en physique, éventuellement en informatique ou que sais-je. Il me semble qu'il y a une voie là qui est un peu devant nous, mais largement inexplorée, très très large, qui est entre les approches très alternativistes, soit parce qu'elles seraient très locales, soit parce qu'elles seraient très orientées sur le bricolage, et qui disent qu'il faut qu'on se réapproprie nos moyens de subsistance, et donc qu'on se réapproprie les techniques, qu'on ne les délaisse pas à des macrosystèmes qui produisent des objets dont on ne sait pas comment ils fonctionnent et qui ne répondent pas forcément à nos besoins. Donc une approche très locale et micro de cette réappropriation technique, et une approche très naïve qui consisterait à dire, à l'opposé, en fait, si on veut faire passer à l'échelle ces questions de technologie durable, si on veut vraiment faire une transition rapide et globale, eh ben, il faut de suite aller aux plus grandes échelles, et donc aller dans les grands groupes. Il y a là des outils de production industrielle, et si on veut fabriquer par exemple des objets vraiment durables en grande quantité, c'est là qu'il faut aller, parce qu'il y a une force de frappe qu'on ne trouvera pas ailleurs, sinon ça va être trop lent. Moi je pense que cette voie-là, qui serait quelque part la voie du changement de l'intérieur, elle est beaucoup plus dangereuse que la voie finalement alternativiste, localiste. Le capitaliste n'attend que ça, qu'on lui trouve un nouveau vecteur de croissance en disant en fait il faut tout changer, on va refaire des objets, cette fois ils seront durables et tout, mais pas de problème, c'est parfait, on a toutes les machines prêtes, on va embaucher des ingénieurs et c'est parti. Donc ça, je pense que c'est pas une bonne voie, non seulement parce que certains vont s'enrichir sur le dos des autres, etc., et tout, mais parce qu'à la fin, ça ne marche pas, on ne fait pas un système durable avec le fonctionnement du capitalisme. Un très bon exemple, c'est comment ça s'est passé pour le bio. C'est pas parce que Carrefour s'est mis au bio en disant ah bah ouais, c'est vrai que on pourrait se dire ah mais c'est bien, comme ça, même les grandes surfaces, la grande distribution, même l'agro-industrie fait du bio, donc le bio va passer à l'échelle. Mais c'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est juste un complément de gamme pour une population un peu aisée. Et à côté, l'agro-industrie continue son business. Donc, à n'en pas douter, ça fonctionnera comme ça pour tous les éléments. Et si on veut faire des objets durables, un peu le pendant bio de certains objets techniques, on aura les mêmes travers. Donc voilà, je me méfie beaucoup de ces visions d'utiliser la force de frappe de l'industrie pour vraiment transformer nos sociétés. Par contre, entre les deux, dans cette démarche low-tech, qui consiste à produire des objets durables, qui répondent à des vrais besoins et qui se posent la question de quels effets ça va avoir sur la société, vraiment une lucidité sur la question technique. Je pense qu'il y a un champ que les ingénieurs bifurqueurs, déserteurs, peuvent investir. Merci beaucoup, Olivier. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral. Et cet épisode a été réalisé par Pauline Hachette.